Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor 4 Love and Thunder. Avant tout, je précise, cette review ou analyse comme vous voulez sera totalement spoiler. Donc ne la regardez que si vous avez vu le film ou alors si vous vous en foutez d'être spoilé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire sur cette vidéo. On va pouvoir discuter ensemble ensuite et savoir si vous avez apprécié ou si on a les mêmes points du fait que le film est nul. Car oui, je suis désolé, mais cet homme a du sang sur les mains. Taika Waititi, je suis désolé, mais depuis Thor Ragnarok, c'est infâme les films Marvel que tu fais. Tu es en train de ridiculiser Pour moi, il ridiculise les films Marvel qu'il fait. Donc pour l'instant, Ragnarok et ce dernier Thor. Pourquoi devoir mettre de l'humour toutes les 2 minutes, je ne comprends pas. Et quand vous voyez l'humour qu'il met dans un Thor, je vous rappelle juste une chose, et étant aussi fan de Star Wars, et peut-être que vous aussi vous l'êtes, je vous rappelle qu'il va faire le prochain Star Wars. Quand on voit ce que Disney a fait avec Star Wars, si on rajoute en plus du Taika Waititi, le mélange va être assez horrible à avaler quand même, je pense. Oui, parce que quand vous allez voir Luke commencer à sortir des blagues, enfin Luke, je dis Luke, mais quand vous allez voir un Jedi commencer à faire des blagues et des poètes devant des sites, je pense qu'on va pas être bien. Bon, tout d'abord, mon avis personnel sur le film. Autant vous dire qu'il y a très peu de choses positives, mais ce qui est bien, c'est que les choses positives sont très bonnes. Que ça soit sur le personnage de Gore et de Jane, sur leur arrivée dans le film, sont bonnes. Voilà. Après, j'ai des choses mitigées comme Gore, enfin Christian Bale en Gore. Au final, ça apporte rien au film. Il apporte rien au film. Il apporte rien au méchant. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel autre acteur. Euh, Est-ce que ça valait le coup vraiment de mettre Christian Bale dans un personnage comme ça? Et le point négatif, je pense que vous l'aurez compris, c'est ces blagues à répétition totalement nulles. Pourtant, j'adore les blagues, j'adore, mais pas là, pas là, pas là, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que l'histoire, l'arc dans les comics entre Thor et Gore, je suis désolé, c'est un moment dramatique, ce sont des moments dramatiques, ce sont des moments de tristesse qui sont partagés par les deux. Ce sont les rares moments aussi de défaite de Thor, et que ça soit autant tourné à la rigolade, je suis désolé, mais c'est horrible de regarder le film. Personnellement, je vais pas vous cacher, au bout d'1 heure, je regardais ma montre toutes les 10 minutes en me disant quand est-ce que ça va s'arrêter. Et pour ceux qui diraient oui, si t'aimes pas, ne regarde pas, non, non, parce que si je ne regarde pas, je ne pourrais pas vous dire mon avis, je pourrais pas dire que le film est mauvais. Donc cet argument est totalement faux. Bon, on va passer en revue les 2-3 scènes qu'il y a dans le film. Le passé de Gore qui est très bien respecté. Le film a commencé comme ça et j'avais une lueur d'espoir. J'étais là, je fais oui. Et on part sur du dramatique. Gore qui perd sa fille. Bon, il n'y a pas la présence de sa femme, mais on va dire que l'histoire, le background de Gore est respecté. Hormis comment il récupère la nécrolame et le premier d'eux qu'il tue, c'est pas dans les mêmes circonstances, mais on est proche de ce qui s'était fait dans le comics et on est bon. Et dans les introductions de personnages, je vais parler aussi de la deuxième bonne chose, donc c'est Jane, avec son cancer et le fait qu'elle dise que Mjolnir l'a appelée pour pouvoir survivre à son cancer. Globalement aussi, c'est un très bon passage. En plus, Jane, du coup, à chaque fois qu'elle utilise les pouvoirs de Mjolnir, ça l'affecte encore plus. C'est présent dans les comics et c'est tout bonnement bon, c'est bien fait. On sent que quand Jane elle est en mode, on va dire, humaine entre guillemets, on sent qu'elle souffre, on sent que le cancer est là, est présent et qu'il est à deux doigts de la tuer. Et elle a un certain flow en Mighty Thor, je suis désolé, mais moi j'aime bien. Et maintenant on a Thor et au début les gardiens de la galaxie. Donc on nous raconte un peu les aventures de Thor depuis Endgame.
depuis qu'il a sa grosse bidoche. Bon, au final, ils ont fait plusieurs batailles hein, sur différentes planètes à aider des civilisations qui étaient en guerre. Il a récupéré son physique et du coup, on nous avoue qu'il ne veut plus s'attacher aux gens qu'il aime par risque de ne plus les perdre car ça lui fait mal. Mais oui, j'ai commencé à voir le poteau rose arriver malheureusement sur ses premières scènes. Déjà, je déteste le personnage de Korg. En plus de ça, les mauvaises blagues qui sont faites, j'en ai retenu qu'une qui pour moi était marrante et au final c'est un easter egg. Hein. C'est quand on voit Thor faire le Jean-Claude Van Damme avec le grand écart. Ça c'était marrant, mais il y aurait eu que ça aurait été bon, ça suffisait. Pas besoin de rajouter toutes les autres blagues et autres mimiques. Pour moi, Korg est l'un des pires sidekicks de l'histoire des films et des séries. Je le mettrais en première position avec Argyle de la saison 4 de Stranger Things, quoi, niveau humour. Oui, vous allez voir, hein, l'humour est quand même assez présent, voire même trop présent, et pour moi, c'est le plus gros défaut du film. Je suis sûr que si on refait toutes les scènes et qu'on enlève tous les humours à la con, toutes les blagues, les phrases, les répliques de merde où on essaie de faire une blague, on a un bon film, on a une bonne histoire de Thor. Et quand j'en vois certains qui acceptent ce genre de choses, je me demande mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Dans quel état d'esprit vous allez voir un film Thor? Et je prends un tweet, hein, je suis désolé, mais je prends un tweet en exemple d'un youtubeur qui fait bien plus de vues et bien plus d'abonnés que moi, mais le cher Régé Legoria là, ici, je le cite, hein, j'arrive pas à comprendre l'argument trop d'humour pour Thor Love and Thunder. C'est une comédie, c'est le but du film d'être burlesque et de tout tourner de manière dérisoire. Le film est là pour démystifier, se moquer et assumer son délire enfant au budget colossal. Bon, je vois en vrai ce qu'il veut dire. Certes, il y a certains moments où mettre de l'humour là-dedans, dans certaines scènes, je suis ok. Toute la phase avec les dieux, et je vais en revenir après, toute la phase avec les dieux où les dieux, bah, c'est un peu les bidochons, quoi. Vas-y, passe-moi le saucisson, viens, on fait une orgie, viens à 13h, on va se toucher les fesses. Oui, oui, parce que c'est comme ça. Voilà. Là, c'était à peu près correct. Ça, c'était accepté. Par contre, il y a d'autres scènes, je suis désolé, c'est inexcusable. Quand Gore a Thor en face de lui et qui lui demande d'appeler la hache, et qui lui dit 3-4 fois d'un ton menaçant, on sent que Thor, à tout moment, il peut y passer. Et que la seule phrase de Thor, sa seule punchline, c'est « Ben quand toi, t'auras appelé le dentiste... » Je me suis pris les cheveux. J'étais là devant, sur ma chaise. J'étais là, je fais oh non, non, c'est pas possible. Et donc après l'introduction des différents personnages, Thor apprend donc que certains dieux sont tués au travers de l'univers par Gore avec la Nécrolame. Il décide donc de revenir sur Asgard, mais au moment où il arrive sur Asgard, Gore est en train d'attaquer le village et le village est à feu et à sang. Bien sûr, Thor intervient et combat les bêtes de l'ombre et essaie de combattre Gore. Mais entre temps, il voit Jane en Thor hein, avec sa tenue et avec Mjolnir dans les mains. Pareil, on est sur un moment où Thor pourrait pu être touché, qu'on fasse encore souffrir le peuple d'Asgard. Ben non, on vient faire une blague comique sur Mjolnir qui vient vers lui, mais au final c'était pas lui et il repart directement vers Jane. Et en fait, ce qui m'a plus choqué, c'est la tête qui fait genre ah non, je suis désolé, c'est pas bon. Et du coup, Gore remporte cette bataille hein, sur Asgard et il kidnappe tous les enfants d'Asgard. Alors pourquoi les enfants? Je me suis posé la question, parce que même en apprenant le but final qu'on apprend un peu plus tard dans le film, on se demande mais à quoi lui servent d'avoir kidnappé les enfants? Et au final, pas à grand chose. Parce que oui, dans le film, on nous dit, oui, il prend les enfants pour attirer Thor parce qu'il a besoin de Stormbreaker. Mais de toute façon, Thor était déjà à ta recherche.
Donc même sans enlever les enfants, Thor serait venu à toi et serait venu te casser le cul. Alors après, j'ai essayé de creuser un peu plus dans ma tête et je me suis dit, ça se trouve, il veut se venger des dieux par le biais de Thor. Vu que les dieux n'ont pas aidé sa fille à survivre, il décide de kidnapper les enfants asgardiens, donc entre guillemets, hein, les enfants spiritueux de Thor, pour lui faire du mal. Mais au final, moi, tout ce que je vois dans le kidnapping des enfants, en fait, ce n'est qu'une facilité scénaristique pour la scène de fin. Et du coup, pour essayer d'aller botter le cul à Gore, Thor, Jane et Valkyrie décident d'aller voir les autres dieux à Omnipotence City pour leur demander de l'aide ou alors emprunter Thunderbolt à Zeus. Et Thunderbolt, donc, comme vous avez bien compris, c'est l'arme de Zeus, ce fameux éclair. Zeus qui est joué par un Russell Crowe non bourre, hein. Oui, je suis désolé, mais Russell Crowe n'est plus le Russell Crowe de Gladiator, c'est le Russell Crowe de Thor Endgame, hein, avec sa grosse bidoche. Bon, après ici on voit clairement que dans Omnipotence City, on voit que c'est une caricature parodique des dieux qui au final ne vivent de jouissance que de leur pouvoir et de leur immortalité, entre guillemets, et qu'ils en ont en fait rien à faire des dieux, enfin des personnes qui prient pour eux. Et là où on aurait pu voir de nouveaux dieux en fait qui sont très intéressants dans l'univers Marvel et qui auraient peut-être pu nous teaser certaines prochaines histoires, on préfère nous montrer le dieu du ravioli et nanani nananer le dieu de Korg. Mais c'est ridicule. Je veux dire, moi ça m'a pas fait rire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que les raviolis ils aient un dieu? Et les dieux ils sont décrits donc comme des débiles, avares et loin au final de la réalité des peuples qui les vénèrent. Et les trois décident de se battre contre lui. Et d'ailleurs, Zeus se fait rétamer la gueule assez facilement en se faisant transpercer par Thunderbolt envoyé par Thor en plein milieu donc en plein milieu du thorax. Bien sûr, tout le monde le pense mort, mais bon, même moi j'étais là, je fais non, c'est Dieu, c'est Zeus, considéré comme le plus fort des dieux. Donc non, il ne peut pas être juste mort parce que Thunderbolt l'a transpercé. Nos trois compères avec Korg donc, décident à ce moment-là de partir sur la planète où Gore se trouve et où il a gardé les enfants. Avec un moment qui est censé être émouvant car c'est là où Thor apprend que Jane a le cancer. Mais c'est totalement raté par la présence, et encore une fois, d'un passage comique qui n'ont rien à faire ici. Arrivés sur le repère de Gore, ils comprennent que Stormbreaker est la clé pour ouvrir le portail qui mène à une divinité qui serait capable donc d'exaucer n'importe quel vœu. Bon, déjà, moi, il y a un truc qui me surprend. Stormbreaker a été construite dans le but de tuer Thanos, d'accord? Donc, tout au plus, l'arme a entre 5 et 6 ans. Comment cela se fait que Stormbreaker soit une clé qui renferme une divinité qui est présente depuis des millions et des millions de siècles, voire limite à la construction de l'univers? Comment ça se fait qu'un objet qui a été construit il y a 5-6 ans dans notre timeline soit la clé d'une divinité, enfin qui mène à une divinité? Pour moi, c'est totalement illogique dans la façon où il le raconte. Parce qu'au final, pour ouvrir la porte, c'est pas de Stormbreaker dont ils ont besoin, mais j'ai plutôt l'impression que c'est du flux du Bifrost dont ils ont besoin. Et quelle est l'arme qui peut émaner, quelle est l'arme qui peut émettre ce Bifrost, qui peut invoquer le Bifrost? Eh bien, c'est Stormbreaker. Mais comment ils l'ont expliqué, c'est il a besoin de Stormbreaker. Même sur les papiers, c'est Stormbreaker qui est dessiné. Donc au final, c'est totalement illogique. Les 4 décident donc de se lancer, enfin les 3 avec Korg maintenant qu'il n'y a plus que sa tête, bah oui de toute façon il sert à rien, donc on va juste garder son visage pour avoir des répliques rigolotes, hein. Mais
le combat s'engage contre Gore, hein, donc Gore a quand même un peu l'avantage sur les trois. Et comme je disais, moi, c'est la scène qui m'a fait sortir totalement du film et où j'en avais marre. J'en avais marre. Gore qui lui demande où d'appeler sa hache, hein, donc d'appeler Stormbreaker. Appelle ta hache, appelle la hache, appelle la hache. Et l'autre qui lui répond quand tu appelleras ton dentiste. Parce que soi-disant Gore pue de la gueule. Non mais franchement, non, 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 non. Je suis désolé. Tu fais pas des blagues sur un moment comme ça. Mais dites-vous qu'on va avoir la même chose, hein, pour Star Wars. On aura exactement les mêmes scènes. Imaginez un peu, hein. Imaginez Dark Vador dire à Luke, Luke, je suis ton père. Et Luke qui dit, eh, va te faire enculer. Oh là, ça m'énerve déjà. Du coup, les trois sont renvoyés à leurs études. Pan casse des peurs, on retourne à Asgard parce que Gore leur a laté le cul. Et là, problème qui se pose, bah, c'est que Thor est le seul encore pouvoir à se battre parce que Valkyrie s'est pris un coup de Thunderbolt dans le dos et que Jane, eh ben, à force de puiser dans les pouvoirs de Mjolnir, eh ben, son cancer s'aggrave et elle ne peut plus retourner au combat sous peine de devoir mourir. Thor part donc seul sur le lieu où le portail pour ouvrir à cette divinité qui s'appelle Infinity pour récupérer les enfants et combattre Gore. Et enfin, on va découvrir pourquoi les enfants ont été kidnappés par Gore. C'est pour que Thor puisse leur donner ses pouvoirs, une partie de ses pouvoirs et que les enfants puissent se battre contre les sbires pendant que Thor s'occupe de Gore. Ce qui est dommageable car Thor est censé être dans le top 3 des personnages les plus puissants de Marvel à ce moment. D'accord, on va pas compter ceux qui pourraient potentiellement arriver, mais dans le top 3, il fait partie des plus puissants et on aurait pu démontrer sa force en le faisant combattre tout seul contre les sbires et Gore. On aurait pu montrer qu'il était touché, qu'il en avait un peu marre d'aller au combat parce que à chaque fois il perd des personnes et tu cales 2-3 flashbacks sur Jane et puis basta. Et ça te fait un moment émouvant, ça te fait un moment épique. Eh ben non, au lieu de ça, on prend des enfants, on leur donne les pouvoirs de Thor et ça se bat avec leurs peluches et leurs teuteutes. Non, je suis désolé, moi j'ai trouvé ça nul, ça m'a gonflé. Alors oui, il y a le truc sympa avec le fils d'Heimdall, ça je suis totalement d'accord, c'est pas trop mal. Mais putain, mais l'autre qui se bat avec sa peluche là, mais j'en fais encore des cauchemars. Thor galère à se battre contre Gore et Jane arrive au moment opportun alors qu'elle avait dit qu'elle ne viendrait pas, enfin surtout Thor lui avait dit de ne pas venir car il ne voulait pas la perdre. Gore réussit à ouvrir ce portail pendant que les enfants donc eux ont battu les sbires. Voilà, c'est en gros les enfants ont fait leur taf. Allez, tiens, je te donne Stormbreaker, casse-toi. Oui, parce que le fils d'Heimdall peut utiliser Stormbreaker hein, et utiliser le Bifrost pour rentrer à Asgard. Bon, on va pas tout noter, hein, mais pas, enfin, hein, on va dire que voilà, ça arrange le scénario. Hein. Et une fois le portail évoqué, voilà, on a un Gore qui, au final, il est pas tant touché que ça par le combat. J'ai l'impression, on dirait plus qu'il est crevé et qu'il a la dalle. On a une Jane qui est en mode humaine, hein, donc elle a plus le vêtement de Thor. Et on sent que elle est creusée hein, par le cancer. Et on a un Thor, lui, un peu plus touché par le combat, hein, physiquement. Et ils discutent entre eux, hein, il y a un dialogue sur ce que recherchent les gens en général, quel est le but des gens, et c'est de trouver l'amour, d'avoir de l'amour de par les gens qui les entourent. Voilà, et Thor fait prendre conscience à Gore que au final, ce qu'il veut, c'est pas se venger, mais c'est qu'on l'aime, c'est qu'il ait de l'amour autour de lui. Voilà, le pouvoir de l'amour et de l'amitié qui est mis en avant pour résoudre le problème. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Normalement, Thor et Gore, ce sont des arcs tout au long de la vie de Thor et ils se foutent sur la gueule à limite à en mourir.
C'est pas genre mais attends, mais toi ce que tu cherches c'est l'amour, hein, c'est pas se venger. Et l'autre, ah oui c'est vrai, ma petite fille. Non putain. En plus c'est même pas émouvant. C'est même pas émouvant. Donc du coup, le souhait de Gore a été modifié au dernier moment hein, par cette révélation que lui fait Thor. Alors oui, il en prend conscience parce qu'il voit Thor pleurer la future mort de Jane. Parce qu'il voit qu'elle est vraiment mal en point et que là ça va être compliqué quand même de la sauver. Donc il décide de faire revivre sa fille. Il meurt. On sait pas pourquoi. Parce qu'il a pas l'air d'être blessé physiquement. Mentalement, il peut être un peu touché, mais voilà. Et à aucun moment, on nous dit que de faire un vœu est une sorte de sacrifice, un peu comme la pierre de l'âme sur Voromir. Donc Gore décède en faisant ramener sa fille en vie, et Jane décède, et dans ses dernières paroles, Gore va demander à Thor de s'occuper de sa fille. Et c'est là qu'on a la dernière scène du film avec l'épilogue où on voit Thor et la fille de Gore, hein, qu'elle appelle donc Tonton Thor. Ils se rendent sur les lieux d'une bataille sur une planète X là, afin d'aider une civilisation contre une autre. Et on voit que Thor est devenu une sorte de papa poule en quête de protection et au final de respecter la promesse qu'il a fait à Gore. Bon, après, à partir de l'épilogue, qu'il y ait un peu d'humour sur les bots, sur les trucs et machin, c'est normal, le film est fini, voilà, on fait redescendre la pression. Aucun problème de ce côté-là. Moi, c'est vraiment dans les scènes importantes où ça m'a vraiment gêné. Bon, maintenant, je vais vite fait vous parler là des deux scènes post-crédit. Bon, ça m'a un peu fait chier d'attendre autant de temps, encore une fois, pour des scènes post-crédit qui ne servent absolument à rien et qui n'ont aucune consistance. Parce que la première, c'est quoi? C'est Zeus, donc, qui est remis de sa blessure et il décide que les dieux, on a peut-être fait trop les clowns ces derniers temps, on s'est pas assez occupé de problèmes majeurs dans l'univers. Du coup, il veut se venger de Thor en demandant à son fils Hercule d'aller l'affronter. Alors Hercule, comment dire? Alors oui, il a le physique des comics, hein. Mais putain, c'est ridicule. Moi, je suis pas vraiment pour qu'ils aient tout le temps les mêmes costumes des comics. J'aime bien quand ils les refont. Par exemple, celui de WandaVision est magnifique. Alors que, par exemple, pendant 5 minutes dans un film ou dans une série, qu'ils aient une sorte de costume originel des comics, aucun souci. Voilà, ça fait un peu de fanservice, c'est sympa. Mais là, Hercule, c'est vraiment ridicule, hein. Ils auraient vraiment pu travailler dessus. Mais bon, à voir, hein. Du coup, ça nous annonce une sorte de Thor 5, malgré que Chris Hemsworth avait fait comprendre, enfin, peut-être laisser présager que Thor 4 était le dernier. Et la deuxième scène post-crédit qui est pas vraiment nécessaire, hein. Voilà, on voit juste Jane rejoindre le Valhalla, je sais plus comment on dit, le Valhalla. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, le paradis des Vikings. Et donc elle est accueillie par Heimdall lui disant que oui, elle a été acceptée dans ce paradis des Vikings. Donc voilà, hein, une première scène post-crédit qui nous tease un Thor 5, mais dont on sait pas trop quand est-ce qu'il va se situer dans le temps, hein. Parce qu'à un moment, il va falloir avancer Marvel, hein, dans tout ce qui est multivers, hein, parce que là, on voit pas trop où on va, hein. Et la deuxième scène post-crédit qui, personnellement, allez, on va dire que c'est un point d'orgue, c'est le point final de l'histoire de Jane Foster dans le monde de Marvel. Allez, on va dire ça pour être gentil. En conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça sera le premier Marvel, je pense que je ne retournerai pas voir au cinéma. J'ai été le voir en avant-première, hein, vendredi. Au cinéma, il a même été le premier où je me suis ennuyé pendant le film et pas après le film en me disant ah ouais, au final c'était pas ça. Pendant le film, je me suis ennuyé, les blagues m'ont sorti du film par leur nullité et leur omniprésence. Dans Ragnarok, c'était compréhensif, hein, car l'histoire était légère, mais l'arc entre Thor et Gore est dramatique, triste. Et puis bon, il va falloir qu'aussi que Marvel se bouge, hein. On en est quand même à 6 films et 5 séries et une série animée sur cette phase 4. Et on va dire que le concept de multivers et on va dire le premier boss final
bah, on sait toujours pas qui c'est, on n'a toujours pas été teasé. Et je pense que, pour ma part, c'est ça qui fait que en ce moment, les films Marvel sont peut-être un peu boudés. Voilà. Malgré la nostalgie de la première, la première phase où on nous tease les Avengers, la deuxième phase où à partir déjà de la deuxième phase, on nous tease Thanos. Hein, à la fin d'Avengers, on nous tease Thanos. Bah, dans 5-6 ans, ça va être le prochain méchant, ça va être le gros méchant, le point. Et là, pour l'instant, on n'a vu personne. Et le prochain Avenger, on n'en a pas encore le visuel. On ne sait pas encore comment on va pouvoir réunir Spider-Man, le nouveau Captain America dont on attend aussi le film. Comment on va faire allier Doctor Strange, Miss Marvel. Comment tout ce monde-là va se réunir et autour de quel méchant? Bon, pour ma part, j'aimerais que ça soit Kang le Conquérant. Mais on n'a aucun indice là-dessus à part des dires sur différents sites. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Tchuss!